Voici la Switch 2 qui a bien évolué par rapport à sa toute première version. Il y a plein de nouveautés super cool et d'autres qui font déjà débat. Moi c'est Mathias et dans cette vidéo on va la déballer ensemble, voir tous ses détails, ses nouvelles fonctionnalités, ses performances en jeu avec et sans les packs d'amélioration graphique et on va même parler des accessoires officiels et de leurs alternatives. Mon but c'est de vous montrer tout ce qu'elle peut vraiment faire, bien sûr en la comparant avec la version originale et la OLED de Switch sur lesquels j'ai passé beaucoup trop de temps. Pour le contexte, Nintendo avait annoncé une console à la fois portable et aussi parfaite pour jouer en famille sur une télé. Ça, c'était en 2017. Depuis, on avait juste eu une amélioration de l'écran en passant sur une dalle OLED. Alors autant dire que ce qui se trouve dans cette boîte, on l'attendait vraiment. D'ailleurs, cette fois-ci, tout le monde va avoir la même couleur, donc même boîte avec un design à la Nintendo qu'on a l'habitude de voir. À l'intérieur, on y retrouve les nouveaux Joy-Con, la Switch avec le nouvel écran qui sur le dessus a un film de protection à ne surtout pas retirer. Il n'est pas là pour protéger la Switch mais pour vous protéger vous en cas de casse de l'écran, donc il est préférable d'ajouter une protection supplémentaire, surtout quand on voit à quel point elle se raye facilement. J'ai trouvé celle-ci qui coûte pas cher et qui s'installe facilement avec son système de guide. À l'intérieur de la boîte, on retrouve aussi un chargeur et un câble HDMI que l'on va pouvoir brancher dans ce dock pour pouvoir utiliser la Switch sur une télé. On n'oublie pas les dragons et ce support, à ne pas confondre avec celui-ci qui coûte 35 €, qui ajoute des boutons supplémentaires en dessous et la possibilité de charger les Joy-Con en même temps qu'on l'utilise. Celui dans la boîte, c'est surtout un morceau de plastique qui permet un meilleur maintien. Mais bon, tout ça, je vous en reparle juste après avoir testé cette nouvelle Switch 2. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et j'ai remarqué pas mal de choses que je voulais vous partager. Donc commençons directement par le design. Et la première chose qu'on remarque quand on regarde les Joy-Con, l'écran et le châssis, c'est que tout est vraiment plus grand. Mais on garde un design très similaire avec les Joy-Con sur le côté, le même placement des boutons et des sticks qui sont plus grands et plus larges. Le plus flagrant, c'est quand on utilise les Joy-Con à l'horizontale, car avant on avait vraiment du mal à utiliser ces petits boutons, mais maintenant on a vraiment quelque chose d'agréable sans avoir besoin d'ajouter un accessoire supplémentaire. C'est d'ailleurs grâce à ces boutons qui sont maintenant en métal qu'on va avoir ce nouveau système pour accrocher les Joy-Con sur le côté de manière magnétique. Pour les enlever, il suffit d'appuyer sur ces boutons à l'arrière qui servent de levier pour espacer les Joy-Con aisément. C'est satisfaisant et plus simple que le système d'oreille qu'on avait avant. Ici, on peut se tromper de sens et ça ne risque pas de les casser, et en plus de ça, on peut les utiliser à l'envers si vous voulez vous lancer un défi sur Mario Kart par exemple. Plus sérieusement, il y a une vraie nouvelle façon d'utiliser ces Joy-Con grâce à ce capteur qui a été ajouté. On clipse les dragons qui ont maintenant des patins intégrés et on peut les utiliser en mode souris. Ça ouvre pas mal de possibilités si vous jouez à un bureau pour être plus précis sur des shooters, mais j'ai pas trouvé ça très agréable sur une longue période et encore moins pratique quand j'étais dans le canapé. Le point vraiment dommage, c'est qu'on reste sur la même technologie utilisée pour les sticks qui avait des problèmes de drift au bout d'un certain temps d'utilisation. Pour tout le reste, on a un bon feeling en main avec une texture vraiment agréable et surtout, il n'y a pas de traces de doigts après l'avoir utilisé et ça c'est vraiment top. Maintenant qu'on a terminé de parler de ces Joy-Con, parlons du changement le plus attendu qui est sûrement ce nouvel écran qui passe enfin de 720p à 1080p. Et ça fait une grosse différence en termes de détails, même si du fait qu'il fait maintenant 7,9 pouces, c'était un changement un peu obligatoire pour garder une densité de pixels correcte. On a aussi une dalle 120 Hz, donc capable d'afficher 120 images par seconde, mais on n'a pas beaucoup de jeux annoncés capables d'afficher autant d'images, et on a une dalle assez lente qui a du mal à effacer l'image déjà passée même à 60 Hz. Ça s'appelle du ghosting, et dans des mouvements rapides, on a une sensation de flou assez perturbant pour certaines personnes. On peut aussi parler du HDR sur cet écran, et je dois être honnête, mais je suis incapable de voir une différence de s'il est activé ou non. Étant donné que c'est du HDR10, ça signifie que le signal envoyé par la console est bien HDR, mais ça veut pas dire que la dalle est suffisamment performante pour l'afficher comme on essaye de nous le faire croire. Le point positif, c'est quand je me connecte à ma télé, qui en est vraiment capable, ça fait une grosse différence. Enfin, ça c'est uniquement après avoir passé un temps fou pour comprendre comment setup le HDR correctement. Heureusement, il y avait cette vidéo pour m'aider car le système est vraiment pas facile, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple comme sur PS5 par exemple. Sur une console à ce prix
prix et vu les informations que j'avais pu entendre sur internet, je m'attendais à bien mieux pour cet écran. Maintenant je m'y suis quand même bien habitué, il a des couleurs bien saturées qui pop, des angles de vue assez bons pour un LCD et quand on vient le comparer à la première Switch, on peut voir que c'est bien mieux. Il y a juste quand on le compare à la Switch OLED qu'on se demande si on a vraiment une amélioration. Si on avait plus de jeux compatibles 120 Hz, ça aurait pu jouer en sa faveur, mais pour le moment, c'est pas le cas. Un autre point sur lequel j'attendais vraiment des améliorations, ce sont les haut-parleurs. Et j'ai pas été déçu. On a un son plus détaillé avec plus de basses, ce qui rend l'expérience de jeu plus agréable sans avoir besoin de mettre des écouteurs à chaque fois. En fait, je dirais que tous ces points mis bout à bout, ça fait que quand on l'utilise en mode portable, on se retrouve avec une console qui fait plus premium et mieux fini qu'avant. Par contre, ergonomiquement parlant, c'est toujours pas ça. J'ai pas la sensation d'avoir un vrai grip confortable dessus et du fait qu'elle soit plus grande et plus lourde fait qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, j'ai une gêne qui apparaît au niveau de l'avant-bras. Je change donc beaucoup de position quand je l'utilise ou alors je joue posé sur une table, chose que je ne faisais jamais avant. On a d'ailleurs un nouveau support à l'arrière qui nous permet de la placer sur une table avec l'inclinaison que l'on souhaite. Il ressemble beaucoup à celui sur la Switch OLED, mais en plus fin, donc il fait un petit peu moins solide. Ce que j'ai trouvé pratique quand je l'utilise de cette manière, c'est qu'on peut la charger en même temps qu'on joue avec grâce à ce nouveau port USB-C sur le dessus, alors qu'avant c'était juste impossible. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ma façon préférée d'utiliser cette Switch, c'est connecter directement à ma télé. Et ça, c'est lié au fait qu'on a vraiment la sensation d'avoir un gain de performance quand on la met dans son dock. On passe sur du 4K 60 Hz sur certains jeux, ce qui nous rapproche beaucoup plus d'une console moderne de salon. Pour le moment, je privilégie toujours la résolution 4K plutôt que de me mettre en 1440p pour avoir 120 fps uniquement sur le jeu Welcome Tour. Quand plus de jeux capables de faire 120 images par seconde vont sortir, je m'amuserai peut-être à switcher de résolution, mais juste avoir la possibilité de jouer à un Zelda pas pixelisé, c'est un plaisir. Sur une grande session de jeu, vous allez avoir le ventilateur du dock qui va se mettre à tourner, mais il est très silencieux. Il n'est pas là pour refroidir la Switch, mais les composants du dock, et vu l'air chaud qu'il pousse, heureusement qu'il est là. C'est aussi quand la Switch est dans son dock que vous allez avoir envie d'utiliser des accessoires comme celui fourni avec. Et j'ai été un peu déçu par celui-ci. À cause du nouveau système pour accrocher les Joy-Con, on n'a pas une sensation très agréable à cause de cette partie qui rentre dans la main, alors qu'avant tout était bien arrondi. Du coup, je ne vous conseille pas non plus cette version qui coûte 35 €, car en termes de confort, c'est le même problème, et aussi parce qu'on se rapproche assez fortement du prix d'une manette entrée de gamme. Et d'ailleurs, en parlant de manette, j'ai pu essayer la Pro 2 de Nintendo, qui est une bonne manette de manière générale, et une superbe amélioration quand on la compare à la première version. Elle est silencieuse et très agréable à utiliser, mais pour 90 €, c'est beaucoup trop cher, sachant qu'elle est utilisable que sur Switch, et qu'il y a un risque d'avoir du drift au bout d'un certain temps d'utilisation. Personnellement, je suis passé sur cette manette faite par 8BitDo, qui peut s'utiliser sur différentes plateformes, qui a des triggers qui peuvent passer de digital à analogue, un dock de recharge et des joysticks TMR qui est beaucoup plus résistant avec moins de risque de drift. Et malgré le fait qu'on ait tout ça, la manette coûte moins cher. Je ferai en sorte de mettre aussi d'autres alternatives en description si vous cherchez des manettes moins chères que ça encore. L'autre accessoire disponible pour cette Switch 2, c'est cette caméra qui est utilisable dans certains jeux et aussi dans le système de discussion de Nintendo qui s'appelle GameChat. Niveau design, ça match avec le reste de la gamme, on a un filtre de vie privée et la mise en place se fait rapidement. Mais encore une fois, même constat, 60 € pour une webcam en 1080p, je trouve ça un peu cher pour avoir juste sa tête pixelisée affichée 3 secondes sur un écran. Et ça surtout quand on sait qu'on peut utiliser n'importe quelle webcam. J'ai l'impression de dire ça sur chaque accessoire de Nintendo que j'ai pu tester pour cette Switch 2 et c'est vraiment dommage car c'est des bons produits. Quand je parle de la Pro 2 par exemple, c'est une superbe manette mais pas à 90 €. Et si je pensais que le prix des accessoires allait être le seul problème, en testant la console, je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là. Prenons par exemple les jeux. C'est un point assez compliqué étant donné qu'il y a plusieurs types de jeux, plusieurs façons de les acheter et plusieurs façons de les détenir. Premièrement, il y a les jeux développés par Nintendo uniquement pour cette Switch. Maintenant, la liste est assez
courtes, on a par exemple Mario Kart et Donkey Kong Bonanza qui sont des incontournables pour cette génération. Grâce au fait qu'on ait plus de puissance disponible, il y a aussi des jeux d'autres plateformes qui ont été retravaillés pour fonctionner sur cette nouvelle génération, comme par exemple Cyberpunk qu'on a vu être amené sur tellement de plateformes différentes depuis sa sortie en 2020, sous des formes plus ou moins réussies. Mais ici, j'ai été assez impressionné par le résultat, parce qu'on garde des beaux graphismes et des performances qui tiennent bien. J'ai eu quelques petits lags par-ci par-là quand il se passait beaucoup de choses à l'écran, mais rien de bien méchant. On a aussi Split Fiction qui est un jeu coopératif que j'ai pu faire sur PS5 et je m'étais vraiment bien amusé. C'est une grosse recommandation si vous n'y avez pas joué et de ce que j'ai pu voir, ça tourne bien. Ce qui est bien sur cette Switch, c'est que vous pouvez aussi ressortir vos anciens jeux qui sont complètement compatibles, il y a juste quelques petites exceptions. Sur certains jeux, vous allez même avoir des mises à jour gratuites pour avoir de meilleurs graphismes et des performances supplémentaires. Par exemple, Zelda Echoes of Wisdom était pas mal pixelisé et on passait souvent de 60 à 30 images par seconde. Alors que sur Switch 2, on a de meilleurs graphismes et ça tourne à 60 fps en constant. Mais tous les jeux ne vont pas avoir la même chance. Par exemple, Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui sont des jeux incroyables, avaient des problèmes de performance sur les anciennes générations, avec des chutes à 25 voire 20 fps qui avaient tendance à me sortir de l'expérience. Maintenant sur cette Switch 2, on atteint la limite de 30 fps sans aucune chute de manière constante et c'est un vrai plaisir. Par contre, si vous voulez vraiment profiter des performances de cette console avec de plus beaux graphismes et enlever cette limite d'images par seconde, vous allez devoir payer une mise à jour de 10 €. C'est un peu décevant, surtout que c'était des jeux qui coûtaient déjà un petit budget à l'époque. Pour cette vidéo, je l'ai quand même pris pour pouvoir vous en parler et j'ai pris une énorme claque. C'est cliché, mais c'est comme si j'avais un nouveau jeu entre les mains. Tout est plus détaillé, on n'a plus cette sensation de flou constant, ce qui m'embête parce que je voulais vraiment pouvoir vous dire que c'était juste une gimmick de plus. Mais à cause de ça, j'ai recommencé le jeu pour redécouvrir de zéro le monde incroyable d'Hyrule. Si vous avez l'abonnement online plus pack additionnel, vous allez avoir la mise à jour gratuitement. Sachez juste que si vous arrêtez votre abonnement, vous la perdez. Avec cet abonnement, vous avez aussi un accès à la librairie GameCube qui n'est disponible que sur cette Switch 2. Avec des jeux comme Zelda Wind Waker et Mario Smash Football, je ne pouvais que passer un bon moment à relancer des jeux de mon enfance comme j'avais pu le faire dans ma vidéo sur le Mac Mini d'ailleurs. Et ici, je peux le faire en mode portable, ce qui est génial. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux disponibles et c'est encore lié à l'abonnement online plus pack additionnel, alors que ça aurait été sympa d'avoir des remakes physiques. L'autre point complètement fou, c'est que si vous achetez vos jeux en boîte car vous aimez vraiment les détenir, eh bien vous pouvez acheter des faux jeux physiques. En achetant votre boîte, vous pouvez avoir soit un morceau de papier avec juste un code de téléchargement, soit une carte de jeu qui ne contient rien sauf une clé d'activation qui vous permet aussi de télécharger le jeu. Donc je vous invite à vraiment regarder en bas des boîtes si c'est quelque chose que vous voulez vraiment éviter. Personnellement, je n'aime pas ça car ça pose un vrai problème de détention. Si demain Nintendo arrête leur serveur, la cartouche ne servira plus à rien car il n'y aura plus rien à télécharger. Ça nous montre vraiment la direction que Nintendo veut prendre en privilégiant les abonnements et le dématérialisé pour nous faire sortir toujours plus d'argent. Et si on enlève les jeux de la Switch 1, on se retrouve avec une collection assez réduite. C'est des points qui faisaient déjà débat au lancement et c'est toujours le cas. L'autre point qui a aussi fait beaucoup parler, c'est la batterie. Sur des jeux Switch 2 comme Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza ou Cyberpunk, j'ai eu approximativement 2 h et 20 minutes de temps de jeu. Même constat sur la version Switch 2 de Breath of the Wild, il y a que quand j'étais encore sur la version Switch 1 que j'avais réussi à passer la barre des 3 heures, ce qui me rapprochait un peu plus de l'autonomie de ma Switch OLED, mais on en est encore bien loin. Après, c'est assez logique, les jeux sont plus gourmands graphiquement, donc la batterie disparaît plus rapidement, mais ça aurait pu être sympa d'avoir un moyen de modifier les paramètres graphiques des jeux pour optimiser la batterie. La seule chose que vous pouvez faire actuellement, c'est de modifier les paramètres de la console, comme passer en mode avion, désactiver le mode 120 Hz et le HDR. Ou alors, vous pouvez prendre une batterie externe quand vous savez que vous allez jouer longtemps loin d'une prise. Parce qu'au final, ce qui me gêne bien plus que l'autonomie, c'est le temps de recharge. Il faut quand même plus de 2 h et 10 minutes pour passer de 0 à 100%, et ça, c'est vraiment long pour une console moderne.
Du coup, est-ce que vous devez vraiment acheter cette Switch 2? Ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise quotidiennement et elle a clairement ses défauts, surtout vu son prix. Mais ça reste une bonne amélioration en termes de performance et d'expérience de jeu sur certains points quand on la compare aux précédentes générations. Mais si votre Switch actuelle vous convient encore, que vous n'êtes pas attiré par les exclusivités Switch 2 ou que vous ne voulez pas mettre le budget, gardez-la. Elle a encore de beaux jours devant elle, vous passerez à la nouvelle génération quand vous en ressentirez vraiment le besoin. De mon côté, j'ai vraiment passé un super moment sur cette console et aujourd'hui je pense que c'est la meilleure façon de profiter des jeux Nintendo qu'on aime tant. J'espère juste que Nintendo va un peu se calmer sur le dématérialisé, les abonnements et les prix qui augmentent drastiquement, car ça en fait une console qui coûte bien plus cher que le prix affiché. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans cette vidéo par exemple.